Elle passe son enfance à Soumy, nord-est de l'Ukraine, en pleine perestroïka à la fin des URSS. Adolescente, elle est aux États-Unis, face au père de sa famille d'accueil, un pilote miraculeusement épargné le 11 septembre 2001. Elle passe ses années étudiantes à parcourir l'Ukraine et à découvrir l'Europe. Elle s'installe en France, enfant. Mi-février 2022, dans un avion quasi vide, elle revient en Ukraine. Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Marina Koumeda, auteure du journal d'une Ukrainienne, paru chez l'Aube. Nous parlerons de son livre et de son parcours. Bonjour Marina, tout d'abord bienvenue dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme ukrainienne en France. Vous venez de sortir votre livre en français qui s'intitule Journal d'une Ukrainienne, un livre qui est absolument passionnant. Je dois toute mon admiration pour ce livre. Hier, je passais une journée à le lire et je dois dire que c'est un livre très sincère, très précis, très dynamique et très ironique aussi à la fois, en quelque sorte, un portrait d'une génération, une génération de jeunes Ukrainiens. Donc félicitations avec ce livre et ma première question à vous serait toute simple: pourquoi ce livre? Pourquoi un journal intime, un journal d'une Ukrainienne à paraître en France? Bonjour Tatiana, tout d'abord merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de participer à ce podcast que je conseille souvent à mon entourage et à mes interlocuteurs en France. Et merci également pour votre retour. Le livre vient de paraître, donc je suis preneuse de retour des lecteurs. Pourquoi l'avoir écrit? J'ai commencé de nombreux livres, mais c'est le seul que j'ai achevé aujourd'hui. Je l'ai commencé 6 mois avant le début de l'invasion, avec une envie de fixer dans les mots ce que nous avons vécu. D'abord, ma famille avec la chute de l'Union soviétique, puis moi avec les expériences à l'étranger et l'immigration, et puis les incessants allers-retours. Et avec le début de l'invasion à grande échelle, j'avais besoin de le terminer. C'était comme un accouchement. Donc j'avais besoin de coucher sur le papier ce que j'avais l'impression était en train de changer pour toujours. Oui, tout à fait. Donc, et vous commencez très tôt, vous commencez par l'enfance, par votre enfance que vous avez passée dans la région de Soumy. Pour nos auditeurs, rappelons que la région de Soumy, c'est nord-est, on va dire, on va nord-est de l'Ukraine, une région peut-être moins connue que les autres. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette enfance encore soviétique? Donc, vous êtes enfant de perestroïka, en quelque sorte, cette dernière phase du régime soviétique en Ukraine. Qu'est-ce que vous retenez de cette enfance? Ma perception de mon enfance a beaucoup changé justement ces dernières années et encore plus depuis le début de l'invasion. Euh, Mes parents étaient assez nostalgiques de leurs années dans l'Union soviétique, jusqu'au point à avoir un livre nostalgique sur l'Union soviétique avec les symboles en fait de ce passé. Donc leurs parents à eux aussi ont accédé à une sorte d'ascension sociale. Donc ma famille a eu plutôt une expérience, en tout cas les dernières générations, une expérience positive de l'Union soviétique. Donc j'ai grandi avec cette perception-là. Puis les années 90, qu'on appelle
лихие 90, les années folles des années 90, qui ont été une épreuve pour beaucoup, ont été vraiment des années difficiles pour ma famille, qui ont dû changer leur métier, qui ont eu du mal à avoir des ressources pour subvenir à leurs besoins. Donc ça a été mon expérience. Aujourd'hui, je creuse un peu plus le passé de ma famille, j'apprends des choses sur les répressions, sur l'enfance d'orphelin de mon grand-père, par exemple, dans le Donbass. Et je vois d'une manière différente, en fait, l'expérience de ma famille, et notamment des grands-parents et des générations d'avant, dans cette région en particulier. Il y a quelque chose de très proustillant dans vos pages consacrées à l'enfance, quand vous nommez tous les noms de ces salades soviétiques qui n'existent plus, mais qui, c'est vrai, rappellent à tout et chacun, à moi en tout cas, aussi notre enfance, aussi soviétique. Donc il y a cette expérience qui est disparue. Je comprends pourquoi vous dites, qu'il y ait cette nostalgie, en tout cas chez vos parents. Il y a aussi quelque chose de légèrement nostalgique dans votre écriture quand vous écrivez le monde de l'enfance, mais en tout cas, on est toujours attaché tout et chacun à notre enfance. Et donc cette enfance qui était grosso modo heureuse, très studieuse. Donc vous écrivez école, vous écrivez bibliothèque, bibliothèque familiale, qui était aussi identique dans plusieurs familles, à l'est, au centre ou à l'ouest de ce grand pays qu'était Ukraine, à l'Union soviétique. Mais oui, cette région de Soumet, donc cette identité un peu floue de cette région, voilà, il commence à réapparaître petit à petit un peu plus tard dans votre livre quand vous décrivez des épisodes d'autres épisodes plus loin. Mais en fait, continuons d'abord avec votre premier voyage formateur que vous décrivez dans votre livre, votre voyage à 16 ans aux États-Unis pour une année sur un programme. Quel était le programme déjà? Alors, ça s'appelait Future Leaders Exchange Program, donc le programme d'échange des futurs leaders, qui était censé de construire la démocratie dans les républiques post-soviétiques. Oui, c'est un programme, au courant de ces années-là et vous arrivez aux États-Unis au moment, justement, autour de cette date que tout le monde se souvient encore aujourd'hui, de 11 septembre. Vous êtes témoin direct de ces événements-là, puisque votre famille d'accueil, le père de la famille, il est pilote d'avion, n'est-ce pas? Donc et c'est Mm. uniquement par hasard qu'il n'était pas dans le vol qui était, voilà, qui était un des vols qui s'est écrasé ce jour-ci. Racontez-nous, voilà, votre expérience américaine. Qu'est-ce qu'il représentait pour une fille, soviétique, en 2001. Oui, justement, c'était assez paradoxal comme date, mais je voulais simplement revenir sur votre remarque de l'écriture proustienne. Effectivement, les grandes tablées ont été une tradition et ça nous ramène quelque part dans l'enfance. Et encore ces derniers mois, je faisais goûter les biscuits, donc aux étrangers en Ukraine, je faisais goûter les biscuits Maria qu'on mangeait avec du kéfir, avec une sorte d'ayran quand on était petit, pour rappeler ce que Proust voulait raconter avec la Madeleine dans son livre. Euh, donc, mon expérience aux États-Unis a été bouleversante pour moi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi les études de sciences politiques. Je venais tout juste d'arriver, donc il s'était passé à peine un mois. Je n'étais pas encore très à l'aise en anglais quand donc, ma famille d'accueil s'apprêtait à euh, par un hasard de calendrier, donc de voyager en Ukraine avec une mission de évangélisation dans l'Ukraine de l'Ouest. Et ce matin-là, donc la veille de leur départ pour l'Ukraine, mon père américain devait piloter un des 4 avions qui s'est écrasé en Pennsylvanie, je crois. Et nous ne savions pas que très tardivement dans la journée qu'il a échangé avec un collègue les vols ce jour-là.
Donc, je découvre beaucoup de choses d'un coup avec cet événement. Euh, les, euh, les bâtiments emblématiques de New York qui symbolisaient en fait ce pays, ce capitalisme euh, florissant et l'ennemi numéro un proclamé du coup des États-Unis qui a revendiqué cette attaque, le patriotisme américain qui s'est éclos à partir de là. Donc l'Ukraine, enfin les États-Unis se sont couverts de drapeaux, les collectes en tout genre ont commencé dans chaque quartier, dans chaque ville, dans les écoles. Et les habitants de New York et puis des bénévoles ont aidé à euh, voilà, essayer de retrouver des victimes et travailler avec les décombres. Et donc ça a été une révélation. Et puis les États-Unis ont lancé, donc Bush a lancé euh, toute une nouvelle, tout un nouvel paradigme euh, de géopolitique mondiale. Et on avait d'ailleurs des débats incessants avec mon père américain, qui était donc plutôt pro-Bush et plutôt conservateur à table, sur cet axe du mal et la nécessité d'aller punir les, euh, les, mauvais, enfin, les talibans dans leur pays. Oui, ça fait sourire que d'imaginer ces conversations à table, entre une adolescente soviétique, vous aviez 16 ans à l'époque et un père de famille conservateur, pro-Bush, dans le contexte d'ailleurs très tragique de voilà de 11 septembre et en fait, voilà, pour vous, c'était tout un changement d'horizon puisque, voilà, encore enfant, parce qu'à 16 ans, on n'est pas vraiment adulte, vous arrivez, vous découvrez un autre monde, vous devenez aussi vous-même tout autre parce que vous écrivez dans votre livre que vous avez revenu, beaucoup plus ronde avec les cheveux, rouges, n'est-ce pas? Rouges ou haute couleur et donc ça a fait sans doute, ça a surpris sans doute, vos camarades de classe assoumis quand vous étiez de retour parce qu'il fallait continuer l'école, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et les débats étaient effectivement passionnants, mais aussi c'est là où je me suis rendu compte que euh, l'histoire a une drôle de façon de nous montrer et de revenir en arrière, puisque nous avons découvert donc, que les talibans s'opposaient à l'armée américaine avec les armes que les États-Unis leur ont fournies dans leur guerre précédente contre l'Union soviétique. Et c'est là où on comprend des enjeux bien supérieurs que voilà, ce qui se passe au sein d'un pays, peut-être que ce qu'on peut observer aujourd'hui euh, en Ukraine notamment. Les changements ont été effectivement significatifs. Bah, c'est là où aussi j'ai découvert le mode de vie américain, euh, la façon de se nourrir, la façon de mener une vie quotidienne, l'école, à la fois euh, plus créatif et plus libre, qui soutenait où l'éducation, l'enseignement était mené d'une autre manière que dans nos écoles encore assez soviétiques à ce moment-là en Ukraine. Oui, c'est un autre monde, oui, c'est bien sûr, c'est un autre monde. Encore une société en transition qui était la société ukrainienne à cette époque-là. On est en début des années 2000, donc l'Ukraine est déjà indépendante, mais par inertie de choses, c'est vrai que l'école que vous décrivez, telle que vous la décrivez dans votre livre, c'est encore une école un peu post-soviétique. Un grand bouleversement vient avec votre déménagement à Kiev qui se fait pour raison, voilà, de Académie Moïla à Kiev. Donc cette université qui est à la fois la plus ancienne dans la région, mais à la fois très moderne parce qu'elle était réouverte en 92. Donc une université, qui se base sur, autres principes que toutes les universités soviétiques et post-soviétiques. Alors ce sont des années de la transformation pour vous. Vous optez pour des études de sociologie, à Mohyla et à la fois, il y a des premières découvertes aussi, n'est-ce pas, d'une identité qui serait pas cette identité, russophone. Vous décrivez dans votre livre que vous parliez votre famille, c'est une famille russophone, mais vous découvrez toute une autre Ukraine, n'est-ce pas, à la capitale?
Oui, tout à fait. Ça a été un bouleversement à plusieurs niveaux. Premièrement, donc j'ai découvert effectivement à l'époque où, on parlait encore beaucoup de la corruption à l'entrée des universités, une université qui ne l'était pas. Où, l'entrée se faisait à partir d'un test, donc très différent de toutes les autres universités du pays. On nous testait sur notre culture générale, en quelque sorte. On passait l'examen, euh, on était testé sur 9 matières, et d'ailleurs je me souviens que notre doyen, pendant quelques années, rêvait d'introduire la musique à ces 9 examens, pour justement euh, évaluer l'homme dans son ensemble. Je trouvais ça très intéressant. Et donc je découvre cette université. Et puis voilà, les personnes qui au quotidien parlent ukrainien. Alors il faut préciser quand même que l'identité d'ailleurs de ma région euh, n'est pas si uniforme et n'a pas été russifiée entièrement, puisque mon père venait d'un petit village à 40 km de Soumy où on parlait ukrainien. Alors ukrainien régional évidemment, qui est un soujik, donc un mélange enfin une variante locale d'ukrainien, mais ce n'était pas russe. Et il s'est mis à parler le russe en arrivant en ville pour faire ses études, comme beaucoup de gens le faisaient en Ukraine pendant des dizaines d'années, puisque ça faisait bon de parler russe. On passait pour une personne plus civilisée, plus éduquée, et donc il a fait la même chose. Mais quand je grandissais, je voyais leur langue au village comme, par ce complexe d'infériorité comme quelque chose, euh, voilà, de pas, j'arrivais pas à le parler, c'était pas exactement l'ukrainien, ce n'était pas le russe. C'est plus tard que j'ai réalisé tout ça. Et donc en arrivant à Mohila, à Kiev, je me suis mise à parler ukrainien, non pas sans petite pression, en tout cas incitation de la part de mes copains, qui venaient principalement de Kyiv et étaient ukrainophones, ou bien de l'Ukraine de l'Ouest. J'avais tout un groupe de copains de Lviv, euh, qui venaient tous du même lycée de Lviv, et donc c'est avec eux que je me suis mise à parler ukrainien, et aussi à euh, découvrir une autre Ukraine qui fêtait le 14 octobre en tant que jour de l'armée cosaque. L'Ukraine qui me parlait de Stepan Bandera, dont je ne connaissais rien. Et L'Ukraine qui semblait avoir un autre passé. Oui, donc un passé tout à fait différent, suite à une histoire différente, des années riches en découvertes de son propre pays, mais aussi les années historiques, puisque on arrive déjà dans l'année 2004, 2004, une année marquée par la révolution orange, que vous décrivez d'ailleurs aussi dans votre livre. Vous étiez étudiante à cette époque-là et vous décrivez cette colonne des étudiants, des enseignants de l'université Mohyla à Kiev, de l'académie Mohyla à Kiev, avec son président Vyacheslav Brykhovetsky en tête, donc les étudiants qui partent sur la place Maïdan pour protester. Est-ce que vous compreniez, vous, les étudiantes, vous aviez à peine, même pas 20 ans à l'époque, est-ce que vous compreniez l'ampleur des événements et donc voilà, qui se déroulaient devant vos yeux carrément? Nous avions l'impression de perdre notre avenir. Nous étions donc en troisième année de l'université, en sciences politiques, donc non pas en sociologie, en sciences politiques. Euh, et je crois que tout mon groupe d'amis, beaucoup de personnes de ma promotion, nous sommes partis en tant qu'observateurs dans les 2 premiers tours des élections. Moi, j'ai été à Odessa à Dnipropetrovsk pour le premier. À l'époque, la ville s'appelait Dnipropetrovsk, donc Dnipro aujourd'hui, et à Odessa pour le deuxième. Et en rentrant du deuxième tour, je me souviens donc être dans le train avec une amie de Soumy et de Mohila également. Euh, nous regardions, nous lisions les actualités et nous étions en train de comprendre que les élections ont été truquées et on nous a volé euh, les victoires de Yushchenko.
Donc quand, le lendemain, le doyen a réuni les étudiants, dans la cour centrale de l'université en leur demandant leur décision, par rapport à à la falsification, heu, je crois que ça a été unanime et il a guidé donc cette foule, ce groupe d'étudiants vers le Maïdan, qui a installé les premières tentes, sur le Maïdan et ensuite donc nous avons passé un mois avec les mêmes copains du coup sur Kreshati qui est Maïdan. Moi personnellement j'ai distribué, enfin j'ai été impliquée dans la distribution de la nourriture. J'ai aidé l'agence de presse Union qui cherchait des traducteurs pour traduire les dépêches pour toutes les autres agences de presse qui essayaient de comprendre ce qui se passait en Ukraine. Et, euh, et ça a été une expérience très forte pour nous tous. Oui, c'est une expérience, unique et très forte et historique. Là, avec un recul, on comprend que vous étiez, sur la place centrale de la capitale de l'Ukraine au moment clé, un des moments clés en fait, de cette histoire. Vous décrivez beaucoup de voyages, dans votre livre, que c'était pendant vos années étudiantes où vous êtes partis à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, mais aussi en Crimée. Donc on ne peut pas lire, sans larmes aux yeux en fait les pages où vous décrivez vos errances, étudiantes, presque sans argent en Crimée. Ça fait rappeler j'imagine à beaucoup d'Ukrainiens ont les mêmes voyages de ces années-là. Donc une découverte de son propre pays, découverte de l'Ukraine qui est très différente, par ailleurs, et après des premiers voyages aussi, des premiers voyages, qui commencent à être définitives en France. Comment t et dans quelles conditions, dans quelles circonstances est-ce que vous êtes venu en France? Effectivement, nos premiers voyages ont été, comme pour tous les étudiants, comme pour beaucoup d'étudiants, avec très peu de moyens, mais notre groupe, notre promotion venait de toute l'Ukraine et ça a été l'avantage de pouvoir découvrir tous ces coins avec les locaux, en logeant chez leurs parents, en goûtant à leurs recettes traditionnelles, encore une fois. Et le premier voyage en Europe s'est passé dans les conditions semblables. C'était l'époque où obtenir un visa Schengen a été quasi impossible. Donc, quand quelqu'un obtenait ce Graal, on partait en faisant du stop avec très peu de moyens. Euh, Ça a été assez répandu, y compris dans notre université. Et donc, je travaillais pour une société multinationale, Tetra Pak, qui m'a fait un visa de travail. Euh, et le voyage d'affaires a été annulé. Donc je me suis retrouvée avec un Schengen tant voulu et sans aucun projet de vacances cet été-là. Et une autre amie allait aussi rendre visite à sa mère qui travaillait en Espagne. Donc c'est le sort de pas mal de femmes dans ces années-là. Euh, et on s'est mis d'accord, on s'est donné rendez-vous à Barcelone euh, début août pour partir ensuite en stop ensemble à travers les grandes capitales européennes. Donc c'était ça le road trip qui a duré 2 semaines. Et je me souviens qu'on a dû se précipiter pour partir de Berlin parce que il était dimanche matin et lundi à 8h30, je devais être de retour au travail. Donc on avait 24 heures pour arriver en stop à Kiev. Et par contre, j'étais 20 ou 30 minutes en retard au bureau. Oui, je me rappelle, voilà, très bien ce passage dans votre livre, vous écrivez que vous êtes rentrés les yeux brillants, un peu en retard, mais les yeux brillants après ces grandes découvertes des capitales européennes et bien sûr tout ce qui implique. Donc voici un portrait d'une toute une génération qui fait les études dans une université, prestigieuse à Kiev, mais à la fois vous aviez un job, même si c'était un job d'étudiant dans une multinationale, Tetra Pak, ou autre, ça peut être aussi autre et qui voilà, cette jeunesse qui était
qui avaient soif de voyager, qui voyageaient, qui partaient en voyage sans hésiter, même si c'était très difficile parce que à l'époque, il y avait pas de régime sans visa. Bah, l'Ukraine n'avait pas ce bénéfice que, si je me trompe Mmh pas, on a eu ça, en 2015, mh. 2016. Oui. Donc c'était déjà après les événements tragiques de, 2013-2014 et donc oui, donc c'est toute cette jeunesse qui partait malgré tout, sans argent, pour découvrir le monde et pour devenir tout autre. Donc avec cette voilà, ça marque, c'est aussi une marque de l'époque, c'est que cette ouverture en fait, ouverture vers, le monde. Vous êtes vraiment, une très fan de voyage d'après ce qu'on découvre en tout cas dans votre journal d'une Ukrainienne. Vous partez à toute occasion dès que vous avez une moindre possibilité, même si vous ne l'avez pas vraiment. Mais avec le temps, le destin vous amène en France et plus particulièrement dans cette ville, qui est très belle et incroyable, cette ville de Lyon. Mmh. N'est-ce pas? Et donc c'est là que vous continuez vos études, de sciences, politiques. Oui, tout à fait et ce soif pour, découvrir le monde, finalement, je l'ai retrouvé aussi dans une nouvelle, ukrainienne, donc les chasseurs du tigre, heu, qui raconte, la vie des, des immigrés ukrainiens en fin fond de Sibérie, et qui vivent, loin de la civilisation et de la chasse, donc je me retrouve un peu là-dedans. Au-delà des voyages en autostop, les étudiants à l'époque partaient aussi aux États-Unis avec un autre programme, travail et voyage, et ainsi découvraient le monde, effectivement. Lyon, ça a été un hasard pour moi, mais étant moi-même amoureuse de Lviv en Ukraine, je me suis tout de suite retrouvée à Lyon, qui porte un nom semblable, mais étymologiquement, Lyon, ça veut dire complètement autre chose, Lugdunum, qui fait hommage au dieu du soleil, si ma mémoire est bonne, mais qui, à plein d'égards, me rappelait Lviv, euh, de par son architecture, par une certaine lenteur, par la culture des cafés, et par la vieille pierre aussi d'ailleurs. Donc Lyon, ça a été vraiment un coup de foudre, une ville qui a traversé beaucoup d'époques, qui a été la capitale des Trois Gaules, et, et qui est très à part aussi en France, dans sa culture, dans son passé, que ce soit la révolte des Canuts, dans ses politiques sociales, donc, et à laquelle je suis toujours très attachée. Oui, donc vous découvrez et d'ailleurs vous écrivez visiblement sans pitié sur tout le problème, de la société française de cette époque-là. Vous mentionnez bah, l'impossibilité de louer un logement, voilà, les cercles vicieux entre la préfecture, le compte bancaire, l'adresse, postale, garant officiel et notez aussi sans pitié en quelque sorte pour un lecteur français ces différences que vous marquez, notez entre la société française et les sociétés américaines que vous connaissez aussi, donc sur les accents, voilà, sur ce soupçon par rapport à des immigrés et tous les gens qui ne parlent pas français sans accent. Donc tout ceci est plein de assez sarcastique, n'est-ce pas? Effectivement, ces années-là ont été marquées peut-être par un peu d'amertume pour ma part, puisque j'avais une image différente de la France. Alors, à travers les années-lumière et les écrivains, et puis peut-être que justement je n'ai pas assez lu Bourdieu avant d'y aller, euh, pour découvrir aussi la société et enfin, les classes et leurs nouvelles formes. Mais du coup, je découvrais dans le pays des droits de l'homme, voilà, qui se veut une terre d'accueil, que la réalité est plus complexe, plus complexe et que globalement, l'immigration, ce n'est pas facile. Et de toute façon, je n'étais pas déterminée de rester en France. Je suis venue pour faire un master et je n'arrêtais pas de vouloir rentrer en Ukraine pendant plusieurs années, pendant
peut-être bien 7-8 ans, je programmais, enfin, je voulais rentrer en Ukraine et puis après la vie se fait. Et c'est peut-être, voilà, cette surprise de découvrir, le fonctionnement réel d'une société et puis effectivement, le contraste avec la société américaine, qu'on appelait melting pot, qui mélangeait et qui fondait en fait tous les nouveaux arrivants, tout en leur laissant de parler l'espagnol s'ils le souhaitent, et où l'accent n'est pas un marqueur et ne suscite pas de questions, et qui était très différent en France, où la langue, ça fait partie du patrimoine euh, français. On en est fier, on a besoin de le parler bien ici en France. Et d'ailleurs, 17 ans après mon arrivée en France, on me dit toujours aujourd'hui mais vous parlez très bien le français. Oui, donc on fait des compléments, on vous fait des compléments. Oui, donc vous décortiquez en quelque sorte, voilà, cette société, que vous découvrez. Donc vous décrivez ça avec une patience d'un sociologue ou, presque, voilà, une étude bourdienne de ces sociétés françaises. Donc vous décrivez toutes les histoires de votre naturalisation qui n'était pas facile, mais qui s'est terminée d'ailleurs avec succès. Et donc il y a des pages dans votre journal d'une Ukrainienne qui m'ont surpris, parce que vous décrivez aussi ce moment, historique pour l'Ukraine de 2013 et 2014, donc que vous suivez d'abord à distance, donc collé à votre écran, vous regardez ce qui se passe sur la place centrale de Maïdan que vous connaissez très bien, hein, depuis 2004, mais vous n'y êtes plus physiquement, vous suivez, voilà, cette histoire de cette protestation qui se terminait d'une manière très tragique le 18, le 19, le 20 février 2014, avec les protestants qui ont été tués sur la place Maïdan, et donc tout ce qui s'ensuit, les chars russes à Donbass, mais aussi les petits verts en Crimée, l'annexion illégale de la Crimée, et votre retour qui se fait en été, n'est-ce pas, en été Mm. 2014, au printemps, l'été 2014. Vous revenez dans le pays et après vous dites que vous étiez anéanti et que voilà, c'était un voyage qui se termine par le non vouloir en fait de revenir, parce qu'après vous êtes revenu quelques fois, mais avec avec beaucoup de distance. C'est-à-dire que après ça vous a coupé en quelque sorte la volonté de revenir en Ukraine, et ça me surprend. Donc décrivez nous voilà cette période. Pourquoi cette distance avec le pays qui est handicapé, qui oui, qui entre dans cette phase décisive et très, très dramatique de son existence. Effectivement, cette expérience a été très douloureuse à vivre à distance. On a été nombreux à revivre la même chose l'année dernière. Euh, et pendant que je suivais la révolution à distance, euh, je connaissais des gens qui quittaient, en fait, qui ont osé quitter leur vie et leur emploi à l'étranger pour rentrer à Kiev, faire partie de cette résistance. J'arrêtais pas de lire ce genre d'histoire et je ne l'ai pas faite. Et je pense que c'est cette culpabilité-là qui, euh, qui m'a qui m'a beaucoup travaillé a posteriori. Un ami le frère d'une amie a quitté son travail, je me souviens, à Netflix en Californie pour aller faire les barricades à Kiev, et personne ne le comprenait là-bas non plus. Et, euh, et moi, voilà, j'ai pas osé faire ça à l'époque. J'avais un projet important que je ne voulais pas laisser tomber. Et, et je pense que revenir en Ukraine et découvrir ce pays déchiré, c'était en août 2014, où plusieurs brigades ont déjà parti pour combattre dans le Donbass. Et j'ai rendu visite à un militaire qui était en convalescence dans un hôpital. Euh, Beaucoup de personnes faisaient du bénévolat déjà. Ça a été déjà un phénomène qui a aidé d'ailleurs
à soutenir ces unités bénévoles et à les équiper et à les soigner. Donc il y avait une sorte d'élan, mais aussi beaucoup de désorganisation, je pense que désorientation de la part des personnes avec qui je discutais. J'ai essayé de sentir le pouls un peu à Kiev, à Soumy, pour comprendre comment chacun vit ça. Et j'avais le sentiment que les gens étaient assez perdus. Et voilà, je suis rentrée aussi assez perdue. Et je pense que ma culpabilité a fait que je n'arrivais plus pendant longtemps à retourner en Ukraine. Je me suis investie à Lyon dans l'animation de la communauté locale. Nous avons initié la création d'une association donc, pour faire connaître l'Ukraine, pour faire comprendre ce qui se passe là-bas, et aussi pour aider les Ukrainiens qui habitaient dans la région à se retrouver, à respecter les rituels. On se retrouvait le jour de l'indépendance, pendant les fêtes. Ça a été, voilà, en quelque sorte, mon engagement après, mais pas dans le pays. Mmh. Donc là, voilà, ces années, avec un certain détachement, vous avez vécu cette nouvelle, histoire, de l'Ukraine après 2014, avec un certain détachement qui n'a pourtant pas continué. Après encore, un autre, drame, d'une ampleur encore plus grande. On arrive, vers, 2022, vers le février 2022 et là, vous rentrez en Ukraine, dans un pays qui attend la guerre, parce que partout on ne parle, pas que de la guerre à venir, de cette grande invasion. Vous revenez, en Ukraine juste, quelques jours avant que les chars russes arrivent vers votre ville natale de Soumy. Racontez-nous ces jours-ci. Euh, Pendant quelques mois qui précédaient le début de l'invasion à grande échelle, moi et puis une autre amie, on essaie de convaincre nos parents de venir. La visite de mes parents était prévue depuis 6 ou 8 mois, mais à chaque fois, ils repoussaient. Et je ne comprenais pas pourquoi ils repoussent. J'ai essayé toutes les stratégies pour les convaincre à venir. Et donc de novembre à décembre 2021, puis janvier 2022. Et puis ils ont fini quand même par me donner une vraie raison de leur euh, hésitation. Un jour, ils m'ont dit, en réalité, on a peur de partir et de plus pouvoir rentrer si la guerre commence. Et c'est là où je me suis dit, bon, ils viendront pas. Une amie a vécu la même chose avec ses parents. Et elle me dit, donc moi étant marraine d'un de ses fils, elle me dit, est-ce que ça te dit qu'on y aille ensemble, de sorte à rendre visite à nos parents et qu'il voit les petits-enfants également de son côté. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors évidemment, c'était une aventure assez périlleuse, mais moi j'avais besoin d'y aller et j'avais besoin de vivre au moins cette expérience-là, de le partager. Donc on est arrivé le 14 février et c'était donc le 16 février que on annonçait la première date du début de l'invasion, je crois que par le renseignement américain, donc le 16 février, vraiment le pays regardait vers l'Est. Je me souviens qu'un journaliste de la BBC se tenait à Kharkiv pour anticiper une éventuelle entrée des chars. Nous, dans notre famille, tout le monde a posé une journée au travail et nous avons passé une journée ensemble en famille pour la première fois depuis 16 ans. Avec quelque part ce sentiment, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment on peut aujourd'hui, en 2023, commencer une invasion à grande échelle sur un pays qui se trouve au cœur de l'Europe? On, on, on n'y croyait pas. Je n'ai pas rencontré en Ukraine à ce moment-là quelqu'un qui croyait qui était convaincu que
l'invasion commence. J'en ai découvert un copain qui a anticipé, qui a envoyé sa femme à l'étranger le 14 février. Pour moi, c'était un seul, la seule personne qui a pris, qui a anticipé et qui a mis en place des choses pour préserver sa famille. Toutes les autres personnes avec qui je discutais n'y croyaient pas, n'y croyaient pas vraiment. On parlait d'éventuelles frappes plus importantes dans l'est de l'Ukraine, peut-être un peu plus loin. Mais, donc voilà, les sentiments, les émotions assez partagées. Je me souviens quand mes parents m'ont mis dans le bus pour partir de Soumy le 20 février. C'était donc un minibus qui prend 5h30 entre Soumy et l'aéroport. Je pleurais quasi tout le long du trajet en me disant je pars d'une ville que je ne retrouverai plus jamais comme elle était avant. J'avais ce sentiment-là. Oui, donc et ce sentiment s'est avéré vrai. Donc il y a quelque chose de très surréaliste dans ce voyage, qui commence, voilà, mi-février, qui se termine 20 février et donc je me posais la question en lisant vos pages sur cette période-là que vous êtes failli vous retrouver en occupation puisque la région de Soumy, c'est une voilà, Soumy, c'est à 30 kilomètres de la frontière russe et d'ailleurs les chars russes étaient à Soumy d'une manière extrêmement rapide, donc il n'y avait pas de moyen de sortir de la ville, donc et vos parents se sont retrouvés bloqués à Soumy, 4 jours, à peine plus tard après votre départ. Donc c'est quelque chose de très surréaliste. Donc vous avez, échappé ces chars russes d'une manière, vraiment incroyable et donc j'imagine, que c'était très difficile, donc on comprend très bien cette voilà, cette période très difficile de 24, février parce que Soumy surtout voilà, s'est retrouvé occupé, bloqué en tout cas par des chars russes. Les chars russes étaient là et puis il a fallu plus d'un mois à l'armée ukrainienne et puis à la force de défense, territoriale que de repousser les Russes, de la région de Soumy, mais aussi de la région de Tchernigiv et Kiev. Donc c'était une période très dramatique. Ma question, à vous serait, un peu autre. Qu'est-ce que cette, grande invasion russe vous a appris à vous, une Ukrainienne qui vit depuis un long moment à l'étranger, mais qui fait des allers-retours très réguliers. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'Ukraine? Euh, D'abord, par la manière dont se sont passés les événements dans ma région et dans ma ville, euh, j'ai redécouvert cette ville et j'ai redécouvert euh, les Ukrainiens, je pense. Euh, et effectivement, j'ai échappé peu à l'occupation, mais à vrai dire, j'aurais préféré peut-être d'en faire partie de cette résistance-là, puisque l'histoire de la résistance de la ville, qui est emblématique de la résistance de tout le pays, et, et donc dramatique, mais elle a montré euh, la, toute la beauté en fait aussi de l'engagement des Ukrainiens pour défendre leur pays, leur famille, leur maison, leurs voisins, euh, les animaux, la nature. Donc ces files d'attente devant les unités de mobilisation ou des histoires de résistance à Soumy que j'ai entendues en y retournant maintenant pour travailler sur mon documentaire, me montrent que euh, euh, en fait, les Ukrainiens qui entre eux, soit pensent parfois ou disent parfois qu'on est
apolitique ou autre, c'était pas du tout le cas. Quand une grande-mère appelait Insoumis pour dire j'ai beaucoup de bouteilles, où est-ce que je peux fabriquer des cocktails Molotov, des sociétés en tout genre se réajuster pour soit un restaurant pour nourrir les militaires, un soudeur pour fabriquer des protections, parce qu'il n'y avait pas encore assez de gilets pare-balles, il n'y avait pas encore assez d'équipements pour protéger les volontaires, donc les futures unités territoriales de défense Assoumis qui étaient en train de mener un travail euh, partisan de résistance pour désarmer les colonnes militaires qui sont rentrées en ville. Une personne qui s'est occupée des animaux, que ce soit errants ou des animaux abandonnés par les personnes qui ont fui pour les nourrir. Euh, une société qui, qui, qui faisait des robes de mariage qui s'est mis à confectionner les vêtements pour les militaires. Donc on voit que chacun a essayé de trouver quelque chose à faire. Et en ça a pu résister du coup à l'horreur de cette occupation et à la peur et à la menace existentielle. Euh, et du coup, tous ensemble créer ce qui a permis à l'Ukraine et ce qui lui permet toujours encore à tenir face à, à l'armée russe à l'envahisseur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable et très beau et qui apparaît très en contraste en fait avec les sociétés européennes qui, qui d'ailleurs regardent avec admiration la résistance de ce peuple. Oui, merci beaucoup, Marina. Je terminerai par lire les toutes dernières lignes de votre livre qui m'ont beaucoup émue. Peut-être un petit commentaire là-dessus de votre part. Toute ma vie, j'ai souvent entendu parler de l'envie de quitter l'Ukraine pour une vie meilleure ailleurs, alors que quelques-uns autour de moi aimaient sereinement leur vie ukrainienne. Aujourd'hui, ce que j'entends le plus, c'est l'envie d'y rester et d'y retourner vivre à tout prix, s'agripper à sa terre et ne pas la laisser s'abîmer dans les mains de ceux qui ne savent pas l'aimer. Jamais la maison n'a eu de contours aussi clairs dans nos têtes. Une conclusion paradoxale après qu'on lit tout le long de votre journal d'une Ukrainienne, votre soif de voyage, plusieurs voyages, voilà donc une vie pleine de déplacements, voilà voilà à la fin de votre journal, voilà cette déclaration de vouloir rester, de retourner, d'être à la maison. Qu'en dites-vous? Effectivement, la maison, c'est l'endroit où on goûte donc cette madeleine de Proust ou, dans mon cas, l'omelette de ma grand-mère. Ensuite, on construit notre maison, notamment en nous déplaçant quelque part à l'intérieur de soi. Mais je suis en train de redécouvrir cette maison euh, aussi attachée à une terre bien physique et bien particulière, un endroit bien précis. Merci beaucoup Marina pour cette conversation absolument intéressante. Rappelons à nos auditeurs que votre livre Journal d'une Ukrainienne est paru en France dans l'édition Aube. Donc vous pouvez le trouver dans les librairies, que ce soit à Paris, que ce soit dans d'autres villes de France. Merci beaucoup Marina. Merci Tatiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Marina Koumeda, auteure du journal d'une Ukrainienne récemment publié dans l'édition L'Aube. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.